Je m'appelle Élodie, à 28 ans, je pensais avoir enfin échappé à la servitude émotionnelle qui avait défini ma jeunesse. Après 10 ans passés à construire une vie selon mes propres règles, j'ai commis l'erreur de répondre sur le groupe WhatsApp de la famille. Le message était une facture de 6 000 €. Quand j'ai demandé de quoi il s'agissait, ma sœur, Amandine, a simplement répondu « Tu nous dois bien ça ». Je suis restée pétrifiée devant mon écran, le texte blanc brillant de la facture flottant dans le silence de mon appartement lyonnais. Il était 22h51. Cette demande n'était pas seulement une question d'argent, c'était une partie de mon avenir que l'on exigeait au nom d'un passé que j'avais méticuleusement travaillé à fuir. 2 années de paix venaient d'être volées par un message plein d'arrogance. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ressenti cette brûlure vive de la colère dans ma poitrine. Ce qui est monté en moi était froid, cristallin et tranchant, c'était de la clarté. Pendant des années, j'avais été l'investisseuse silencieuse de leur version de la famille, finançant leurs déficits émotionnels et leurs cauchemars logistiques avec mon temps, mon énergie et mon argent. Ma compassion avait été un luxe qu'ils avaient surexploité jusqu'au découvert bancaire. Ce soir-là, le compte allait être clôturé. Je me suis dirigée vers mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. La lueur de l'écran éclairait mon visage, mais je ne ressentais rien. Mes doigts glissaient sur le clavier avec une détermination nouvelle. J'ai ouvert un tableur Excel. Le curseur clignotait dans la cellule A1. Dans la première colonne, j'ai tapé « Date ». Dans la deuxième, « Prestations effectuées ». Dans la troisième, « Valeur marchande ». Ma mémoire, autrefois source d'une douleur sourde, était devenue une archive parfaite de transactions. J'ai commencé à saisir les données. Août, il y a 4 ans, garde d'enfants en urgence pour le voyage d'Amandine à un salon de la mode à Paris, j'ai comptabilisé 72 heures au tarif d'une nounou professionnelle à 25 € l'heure, soit 1 800 €. Noël, il y a 3 ans, gestion non rémunérée des stocks et des expéditions pour le pic d'activité de la boutique d'Amandine, j'ai noté 40 heures de travail, et comme un spécialiste en logistique gagne au moins 20 € de l'heure, cela faisait 800 € de plus. La liste s'est allongée, avoir conduit maman dans 5 magasins différents pour les rideaux d'Amandine, facturé comme un service de chauffeur privé, 5 heures à 50 € l'heure, soit 250 €. Les 2 000 € que j'avais prêtés à Amandine pour la création de son premier site e-commerce, une dette qu'elle avait opportunément oubliée, dès que le site avait été mis en ligne. Les 800 € que j'avais payés pour réparer la voiture de papa il y a 2 hivers car il ne pouvait pas se le permettre. J'ai ajouté les billets de train pour des « urgences familiales », qui n'en étaient jamais, les dîners traiteurs que j'avais payés et qu'ils avaient à peine remarqués, les cadeaux de remise de diplôme, les cadeaux d'anniversaire. Et le labeur émotionnel constant d'être leur dépanneuse de services disponible 24h24. J'ai attribué une valeur conservatrice à chaque élément. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de comptabilité. À 23h58, j'ai cliqué sur la fonction « Somme ». Le chiffre final brillait en bas du tableau, 14 250 €. J'ai enregistré le fichier sous le nom « facture-impayé-famille-leclerc.pdf ». Je suis retournée sur le groupe familial. Le message d'Amandine était toujours là, impatient et exigeant. J'ai cliqué sur l'icône du trombone et j'ai joint le PDF. Puis, j'ai tapé une seule phrase calme, concernant ta facture de 6 000 €, merci de consulter l'état ci-joint de ton solde débiteur envers moi, une fois que ma facture, nettement plus élevée, sera réglée en totalité, je serai ravi de discuter de l'ouverture d'une nouvelle ligne de crédit. Sous réserve de conditions à déterminer. J'ai appuyé sur envoyer à 00h03. Mon téléphone a immédiatement commencé à vibrer, une crise de tremblement frénétique sur le comptoir en marbre. Amandine, maman, puis papa, pourtant rares participants. Une rafale de notifications a illuminé l'écran. C'est quoi ça? C'est une blague, Élodie, tu m'appelles tout de suite. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je me suis versé un verre d'eau, la main parfaitement stable. Je me suis frotté les yeux, essayant d'invoquer un iota de culpabilité ou de regret, mais il n'y avait que de la clarté. Ils n'étaient pas choqués par ce qu'ils avaient fait, ils étaient choqués que je leur envoie enfin l'addition. Ce n'était pas une crise de nerfs, c'était un bilan comptable.
Et pour la première fois de ma vie, j'étais du bon côté du grand livre. Je me suis réveillée le lendemain matin avec le bourdonnement persistant de mon téléphone sur la table de chevet, 27 appels manqués, 43 nouveaux messages. Le soleil traversait mes stores, projetant des rayures de lumière sur le sol, mais l'assaut numérique ressemblait à un nuage d'orage s'accumulant juste pour moi. Je n'ai pas consulté les messages, je n'en avais pas besoin car je connaissais déjà leur contenu par cœur, un scénario tournant entre incrédulité, indignation et accusation d'égoïsme. Au lieu de cela, j'ai préparé un café, l'arôme familier m'ancrant dans le présent, dans cette vie que j'avais bâtie brique par brique, dans la douleur. Alors que le café coulait, les souvenirs qui avaient alimenté le tableau de la veille ont commencé à refaire surface, non plus comme des blessures douloureuses, mais comme des preuves froides et tangibles. Je me suis souvenu d'être dans la cuisine de mes parents il y a 2 ans, l'odeur du poulet rôti et de la tarte aux pommes flottant dans l'air, des plats que j'avais passé toute la matinée à préparer. J'ai eu une promotion, avais-je annoncé à la cantonade, la voix claire mais sans arrogance, je passe cadre de santé, il me mute au siège à Paris. Personne n'avait levé les yeux. Le bourdonnement d'un match de foot à la télé, Amandine qui faisait un live Instagram pour vendre ses produits à ses abonnés, maman qui courait après un des enfants dans le couloir. Ma nouvelle, qui changeait ma vie, s'était évaporée dans le bruit de la maison, totalement inaudible. Je me suis souvenu de ce vide dans ma poitrine, cette déception familière qui était devenue si courante qu'elle ne me surprenait même plus. Ce n'était pas seulement qu'ils étaient distraits, c'était que ma vie et mes accomplissements n'étaient tout simplement pas sur leur fréquence radio. La journée de vente à 2 000 € d'Amandine, annoncée quelques minutes plus tard, avait été accueillie par des acclamations et des sourires radieux. Mon augmentation de 15% et ma prime de mutation n'avaient rien suscité. C'était le schéma habituel, n'est-ce pas? Mon existence était un bruit de fond jusqu'à ce qu'un service soit requis. J'étais l'infrastructure invisible et fiable de la famille, la traiteur non payée pour chaque fête, la baby-sitter de garde pour qu'Amandine puisse poursuivre ses rêves, le fonds d'urgence pour chacune de leurs mauvaises décisions. J'ai pris une gorgée de café, la chaleur se répandant en moi, en contraste total avec la résolution glacée qui s'était installée dans mon cœur. Ils ne m'avaient pas appelé pour mon dernier anniversaire. Pas un seul d'entre eux. Quand j'avais fini par appeler maman ce soir-là, sa voix était précipitée. « Oh, ma chérie, je suis désolée, je voulais t'appeler mais Amandine a encore une crise avec son concept store et j'ai été au téléphone avec elle toute la journée. » Une crise. Il y avait toujours une crise. Le business d'Amandine, les enfants d'Amandine, les drames d'Amandine. C'était le soleil autour duquel tout leur système solaire gravitait. J'étais une lune lointaine et froide, remarquée seulement quand ma force gravitationnelle pouvait être utilisée pour résoudre l'un de leurs problèmes. La nuit dernière n'était pas un incident isolé, c'était le point culminant d'une vie de transaction où j'étais la seule à payer. Mon relevé de compte n'était pas un acte de vengeance, c'était une déclaration d'existence. C'était la preuve que mon temps, mon travail et mon argent avaient de la valeur, même s'ils ne l'avaient jamais vu. Pour la première fois, je ne demandais pas seulement à être vu, j'exigeais d'être payé. Le barrage de SMS et d'appels a continué pendant 2 jours. Quand leur choc initial et leur colère n'ont pas réussi à obtenir de réponse, la stratégie a changé. Le 3e matin, mon téléphone a sonné, c'était maman. Cette fois, j'ai répondu en mettant le haut-parleur pendant que j'arrosais mes plantes. Élodie, oh, merci mon Dieu tu réponds, j'étais si inquiète. Sa voix était lourde de larmes factices, un ton que je reconnaissais comme son premier coup de semonce dans toute campagne de culpabilisation. Je vais bien, maman, ai-je dit d'une voix neutre. Bien? Comment peux-tu aller bien? Ta sœur est une épave, elle ne dort plus, as-tu la moindre idée de ce que tu lui as fait? J'ai coupé une feuille morte de mon monstrat, je lui ai envoyé un état des prestations effectuées, c'est une pratique commerciale standard. Commerciale? Mais c'est la famille. Les larmes avaient disparu, remplacées par une pointe blessante et acérée. Après tout ce qu'on a fait pour toi, on t'a élevé, on t'a nourri, on t'a donné un toit. Oui, vous avez fait le strict minimum requis pour des parents, et j'en suis reconnaissante, ai-je dit calmement, mais cela ne vous donne pas droit à une vie entière de servitude de ma part. Il y eut une inspiration brusque à l'autre bout du fil. Servitude? Élodie,
Qui t'a mis ces idées dans la tête? C'est cette nouvelle vie que tu mènes? Tu as changé, tu es devenue si froide, si égoïste. Je ne suis pas devenue égoïste, l'ai-je corrigé doucement, j'ai juste arrêté d'être dévouée au détriment de moi-même, il y a une différence. Ta sœur a besoin de toi, a-t-elle plaidé, sa voix tombant dans un chuchotement conspirateur, le concept store a coulé, Élodie, elle est criblée de dettes, nous espérions juste qu'avec ton nouveau poste et ta grosse promotion, tu pourrais l'aider, nous aider. Et voilà la vérité, enveloppée dans une couverture de chantage affectif. Mon succès n'était pas une cause de célébration pour eux, c'était une ressource à exploiter. Mes finances m'appartiennent, maman, tout comme celles d'Amandine lui appartiennent, ai-je dit d'une voix ne laissant aucune place à la négociation, j'ai joint ma facture, si elle souhaite discuter d'un plan de paiement pour son solde de 14 250 €, elle peut me contacter par email. Tu ne peux pas être sérieuse, a-t-elle murmuré d'un ton chargé d'incrédulité. Je n'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie, maintenant, si c'est tout, j'ai une réunion à préparer. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, mon cœur battant à un rythme régulier. La culpabilité que je m'attendais à ressentir, ce vieux fantôme familier, était absente. À sa place se trouvait un sentiment profond et inébranlable de justice. Ils avaient escaladé avec l'émotion, c'était maintenant à mon tour d'escalader avec quelque chose qu'ils comprendraient encore mieux, la formalité. L'appel avec ma mère a été un tournant. Cela prouvait qu'ils ne verraient jamais mes limites comme valides, ils ne les verraient que comme des obstacles à surmonter avec plus de manipulation. Les appels émotionnels ayant échoué, ils allaient probablement essayer autre chose, je devais prendre les devants. Cet après-midi-là, j'ai passé 1 heure au téléphone avec une avocate spécialisée dans le droit de la famille et le harcèlement. J'ai expliqué la situation avec le même détachement clinique que j'avais utilisé pour mon tableau. J'ai raconté les années d'exigences financières et émotionnelles, la récente facture de 6 000 € et la campagne de messages qui avait suivi. Il semble que vous ayez besoin d'établir une limite claire et juridiquement défendable, a déclaré l'avocate, Maître Lefebvre, d'une voix nette et professionnelle. Une mise en demeure est la première étape appropriée, cela les informera formellement que tout contact ultérieur en dehors d'une correspondance écrite concernant le règlement de leur dette envers vous sera considéré comme du harcèlement. C'est exactement ce que je veux, ai-je répondu. Maître Lefebvre a rédigé la lettre le jour même, un chef-d'œuvre de prose juridique froide. Elle faisait référence aux dates et heures spécifiques de leurs contacts non désirés, soulignait mon droit légal à la paix et à la vie privée, et stipulait sans équivoque que toute communication directe par téléphone, SMS ou visite physique devait cesser immédiatement. Toute correspondance future devait être adressée à son cabinet. En lisant le projet, un sentiment de soulagement profond m'a envahi. Ce document était l'armure que je n'avais jamais eue. Il transformait mon nom personnel en une barricade légale. Je l'ai fait envoyer en recommandé avec accusé de réception chez mes parents et à l'adresse d'Amandine. Le silence qui a suivi a été immédiat et absolu. Pendant 1 semaine entière, mon téléphone n'a pas sonné. Aucune notification n'a éclairé mon écran. Le calme était si complet qu'il en était presque déroutant. Pendant un instant, je me suis permis d'espérer que c'était fini, que la finalité brutale d'un document juridique avait enfin fait passer le message à travers leur mur d'arrogance. J'aurais dû m'en douter, ils ne battaient pas en retraite, ils se regroupaient pour un assaut plus désespéré et plus dangereux. Le calme a duré 9 jours. Le 10e jour, j'étais en réunion au travail quand mon téléphone a vibré avec une alerte de mon service de surveillance bancaire. J'ai jeté un coup d'œil, m'attendant à une mise à jour routinière. Le texte à l'écran m'a glacé le sang, alerte fraude. Une demande de crédit à la consommation de 20 000 € a été soumise en votre nom auprès de la banque Cofidis. Si vous n'en êtes pas l'auteur, veuillez nous contacter immédiatement. Mon souffle s'est coupé. Il a fallu un moment à mon cerveau pour traiter l'information. Je me suis excusée de la réunion, les mains tremblant légèrement en sortant dans le couloir pour composer le numéro. Le système automatisé a confirmé les détails, une demande en ligne soumise 20 minutes plus tôt, utilisant mon nom, mon numéro de sécurité sociale et ma date de naissance. La seule information qui n'était pas la mienne était l'adresse de correspondance, c'était celle d'Amandine. La clarté que j'avais ressentie auparavant est revenue, mais cette fois,
elle était tranchante comme un rasoir. Ce n'était plus de la manipulation, ce n'était plus du chantage émotionnel, c'était un délit pénal. Ma sœur, dans son désespoir, avait commis une usurpation d'identité. Toutes ces années où elle avait pris mon temps, mon énergie, mon argent, mes vêtements dans mon placard quand nous étions adolescentes, tout cela avait mené à ça. Elle avait finalement décidé de prendre mon nom, mon crédit, mon identité financière entière. Elle pensait y avoir droit, tout comme elle pensait avoir droit à tout le reste. La représentante de la banque au téléphone me demandait si je voulais porter plainte. Oui, ai-je dit d'une voix basse et assurée, oui, je vais le faire, mais pas tout de suite. D'abord, je dois passer un coup de fil. La colère n'était pas explosive, elle était glaciale. C'était le genre de colère qui ne crie pas, mais qui détruit méthodiquement et complètement. Ils avaient franchi une ligne de non-retour. Ils pensaient que j'étais une ressource, ils allaient découvrir que j'étais leur décompte. Je n'ai pas appelé la police tout de suite. Je suis rentrée chez moi et j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai pris des captures d'écran de l'alerte fraude et de l'email de confirmation de la banque. J'ai enregistré l'appel avec le département des fraudes. J'ai rassemblé mes preuves comme un procureur montant un dossier en béton. Puis, j'ai lancé un appel en conférence vers ma mère, mon père et Amandine. Il leur a fallu un moment pour réaliser qu'ils étaient tous sur la même ligne. « C'est quoi ça, Élodie ?» a demandé ma mère, la voix méfiante. « Je suis ravie de vous avoir tous en même temps, ça m'évite d'avoir à me répéter, ai-je commencé, le ton aussi plat et stérile qu'un couloir d'hôpital. » À 14h17 cet après-midi, quelqu'un a demandé un crédit de 20 000 € en utilisant mon nom, mon numéro de sécurité sociale et ma date de naissance. La demande mentionnait comme adresse principale le 12 rue des Chênes. Silence. J'ai laissé le silence s'étirer, étouffant. Je savais que c'était l'adresse d'Amandine, il le savait aussi. « Amandine, ai-je dit d'une voix plus basse, as-tu quelque chose à me dire ?» Un sanglot étouffé est venu de son côté, je ne savais plus quoi faire, on est désespéré Élodie, j'allais te rembourser. Tu as commis plusieurs délits graves, ai-je déclaré, coupant court à ses excuses pathétiques, usurpation d'identité, fraude bancaire. Tu étais prête à ruiner mon avenir financier pour régler ton problème temporaire. Élodie, ma chérie, mon père a enfin parlé, la voix tendue, c'est ta sœur, elle a fait une erreur. Ce n'était pas une erreur, ai-je tranché, la glace dans ma voix se fissurant juste assez pour laisser transparaître la fureur, c'était une décision calculée, et elle a des conséquences. J'ai marqué une pause pour laisser le poids de mes mots s'installer. Alors, voici ce qui va se passer. Je vous présente deux options. Vous avez une minute pour décider laquelle vous choisissez. Des options ? A chuchoté ma mère. L'option A, ai-je dit, c'est que vous soyez tous les trois au cabinet de mon avocate demain matin à 9h. Vous signerez un document juridiquement contraignant, un accord de désolidarisation familiale. Il stipulera que vous ne me contacterez plus jamais, ni moi, ni mon employeur, ni mes amis, par aucun moyen et pour aucune raison. Il reconnaîtra également votre dette de 14 000 € envers moi, que j'accepterai d'effacer en échange de votre absence totale et permanente de ma vie. Si vous choisissez cette option, je ne porterai pas plainte. J'ai laissé l'information décanter. Et l'option B ? A demandé mon père d'une voix presque inaudible. L'option B, c'est que je raccroche, j'appelle le commissariat de Lyon et je remets mon dossier de preuve. Un mandat d'arrêt sera émis contre Amandine. Elle risque des années de prison et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer qu'elle soit poursuivie avec la plus grande rigueur. Il vous reste 50 secondes. L'autre bout de la ligne était un mélange chaotique de chuchotements paniqués et de sanglots. Ils avaient passé ma vie entière à détenir tout le pouvoir, utilisant mon amour et mon sens du devoir contre moi. Mais par un acte criminel désespéré, ils m'avaient donné toutes les cartes. Ils n'étaient plus ma famille demandant de l'aide, ils étaient des coupables suppliant leurs victimes d'avoir pitié. On sera là, a dit mon père, la voix lourde de défaite, on signera les papiers. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai pas dit un mot de plus. J'ai juste coupé l'appel. Le lendemain matin, ils étaient au cabinet de Maître Lefebvre à 8h45.
Il semblait plus petit, diminué sous les néons de la salle de conférence. Les yeux de ma mère étaient rougis. Le visage de mon père était un masque gris de résignation. Et Amandine fixait la surface polie de la table, incapable de croiser mon regard. Je ne leur ai pas parlé. J'ai laissé maître Lefebvre tout gérer. Elle a expliqué les termes de l'accord avec une clarté brutale. Ils n'auraient plus aucun droit sur moi, et je n'en aurais plus sur eux. Aux yeux de la loi, nous étions désormais des étrangers. Ils ont signé, les mains tremblant légèrement. Mon père a poussé les documents de l'autre côté de la table, et pour la première fois de ma vie, je ne l'ai pas vu comme un père, mais comme un homme vaincu qui avait favorisé la toxicité de sa famille pendant bien trop longtemps. Quand ce fut terminé, ils sont partis sans un mot. Je les ai regardés s'éloigner par la fenêtre. 3 personnes sortant d'une vie qu'elles avaient systématiquement essayé de vider de sa substance. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je n'ai pas ressenti de tristesse. Je n'ai ressenti rien d'autre que le vide calme et propre d'un espace qui a enfin été débarrassé de son encombrement. Des mois ont passé. Le silence qui a suivi n'est plus déroutant, il est paisible. C'est le son de ma vie ininterrompue. Mon téléphone ne ressemble plus à un champ de mines potentielles. Mes matinées sont à moi. Mon argent est à moi. Mon avenir est à moi. Le trou qu'ils ont laissé dans ma vie n'était pas une blessure, c'était un espace qui a depuis été comblé par des amitiés sincères, une relation amoureuse saine et la joie simple et profonde d'être la seule auteure de ma propre histoire. Parfois, je repense aux choix que j'ai faits. Ils m'ont poussé à un point où mes seules options étaient soit d'être consumée, soit de couper le cordon complètement. J'ai choisi de me sauver. Si vous étiez à ma place, si votre famille vous avait ignoré pendant des années pour ne revenir que pour l'argent, que feriez-vous? A. Les aider par loyauté familiale. B. Refuser, mais rester en contact. C. Couper les ponts complètement pour protéger votre paix. Commentez votre choix ci-dessous. Parce que parfois, le plus difficile n'est pas de leur pardonner, c'est d'enfin arrêter d'attendre qu'ils changent.